Je vais maintenant passer la parole à Madame la députée européenne Caroline Rose, s'il vous plaît, si vous nous entendez et vous êtes en ligne, je vous vois. Merci Monsieur le Président, merci aux commissaires et mesdames et messieurs les parlementaires. Je vais essayer moi aussi de respecter mon temps de parole. Merci pour l'invitation à pouvoir s'exprimer lors de cette table ronde sur le sujet de la pêche européenne, qui est un sujet qui est très important. Il est particulièrement bienvenu que le Sénat français s'intéresse à ce sujet et que nous puissions avoir justement un échange entre le Parlement européen et le Sénat, puisque nos deux assemblées concourent chacune à leur niveau à définir le cadre dans lequel les pêcheurs exercent leur activité. Le Brexit pose de nombreux problèmes, de nombreuses difficultés au secteur de la pêche. Je reviendrai sur certains d'entre elles tout à l'heure, mais il nous rappelle aussi à quel point la politique commune de la pêche en particulier et l'Union européenne sont précieuses, nécessaires pour l'économie et la protection de l'environnement. Mais le Brexit, il pose des questions qui ne sont pas si différentes des problématiques qui nous occupent dans la commission pêche en général, des problématiques de protection des populations de poissons, de protection de la biodiversité et des questions de justice sociale. Alors, je vais commencer par évoquer la question de la protection des populations de poissons. Car sans population de poissons en bon état, il n'y a pas de pêche et donc pas de pêcheurs. L'année 2020 devait être celle où l'Union européenne devait atteindre le bon état environnemental des mers et l'année où tous les stocks de poissons devaient être exploités à un niveau durable. Mais depuis la réforme de la politique commune de la pêche de 2013, de vrais progrès ont eu lieu, notamment dans la zone atlantique où la surpêche elle a diminué. Les pêcheurs commencent à récolter les fruits des efforts consentis depuis plusieurs années. Mais comme l'a dit le commissaire tout à l'heure, il a parlé de la situation en Méditerranée. La situation, elle est très différente en Méditerranée. Elle est plus qu'alarmante. On a plus de 80% des stocks de poissons qui sont encore surexploités. On place de grands espoirs dans le plan pluriannuel, comme a dit le commissaire, pour la Méditerranée occidentale. Mais il ne faut pas que la situation liée au Covid et au Brexit nous éloigne des objectifs de gestion durable des stocks. Le fait que le Conseil n'ait pas suivi la recommandation des scientifiques concernant la baisse de l'effort de la pêche dans la Méditerranée occidentale, c'est un mauvais signal. La Commission européenne défendait le fait de suivre les recommandations scientifiques. D'ailleurs, je tiens à remercier le commissaire par rapport à ça. Mais les États, dont la France, ont préféré une demi-mesure. Nous serons particulièrement vigilants pour que les TAC qui seront fixés dans le cadre de la négociation avec le Royaume-Uni soient conformes aux recommandations scientifiques et fixées au niveau du RMD, le rendement maximum durable. Je vais éviter les acronymes. Et puis, c'est important de ne pas remettre à plus tard ces décisions, car la bonne santé des populations de poissons, c'est aussi une question de résilience. Si nous avons des stocks en bon état, il y a plus de chances que ces populations de poissons puissent s'adapter et résister aux chocs qui arrivent, notamment liés au changement climatique, au dérèglement climatique. C'est une question de sécurité alimentaire sur le moyen et le long terme. En plus des quotas sur lesquels le Parlement européen a peu de prise, il y a plusieurs points d'action en cours. La stratégie pour la biodiversité fait des propositions intéressantes. Le commissaire tout à l'heure a parlé des 30%. Elle fixe par exemple donc les 30% des eaux européennes, il faut qu'elles soient couvertes par des aires marines protégées et 10% avec un haut niveau de protection. C'est une excellente chose qui correspond aux recommandations des scientifiques. Et j'avoue qu'on peut se réjouir que la France ait repris ses objectifs à son compte dans le cadre One Planet Summit, mais cela serait pour moi une vaste opération de greenwashing si ces aires marines protégées ne sont dotées de vrais plans de gestion, des mesures de contrôle. J'avoue que j'ai la chance, je vis dans les Alpes-Maritimes, à côté de plusieurs aires marines protégées. Je suis allée à Caproux, qui est dans le Var, avec un pêcheur qui me faisait visiter l'aire marine protégée. Et pendant la visite de cette aire marine protégée, on a vu arriver un chalutier qui venait pêcher au beau milieu de l'aire marine protégée. Et son constat, je l'ai entendu répéter dans la bouche de nombreux pêcheurs et d'associations que j'ai rencontrés, beaucoup des aires marines protégées en Europe ne sont protégées que sur le papier. Aucune surveillance, pas de plan de gestion. Quand il existe un plan de gestion, il est incomplet. Et puis,
en utilisant différentes méthodes, l'ONG et scientifiques sont arrivés à la même conclusion. Alors qu'on se targue d'avoir protégé 10% des mers européennes, moins de 2% sont effectivement protégés. 30% d'aires marines protégées ne signifie pas que les pêcheurs ne puissent pas pêcher sur ces 30% d'espace maritime. Dans les 10% qui bénéficieront de forte protection, il devra y avoir des zones où toute capture et toute activité économique sont interdites. Mais dans la majorité des aires marines protégées, ce sont seulement les techniques de pêche les plus néfastes qui doivent être limitées en fonction des caractéristiques locales et selon les saisons. Au-delà des aires marines protégées, on nous annonce un plan de ressources maritimes et des mesures sur les engins de fond. J'avoue que c'est très attendu. Donc, on a un travail, on a beaucoup de travail, on a hâte de voir les propositions législatives de la Commission européenne sur ces points. Et puis, ce n'est pas étranger au travail en cours, je vais parler un peu du règlement de contrôle des pêches, sur lesquels les négociations vont commencer dans pas très longtemps. Alors, sur le règlement de contrôle des pêches, on a des avancées sur plusieurs points. Je pense notamment au renforcement de la géolocalisation via les VMS. Mais on a aussi des reculs importants, par exemple sur les marges de tolérance. Et j'avoue que face à l'urgence climatique, l'urgence d'atteindre une gestion durable des populations de poissons, ben, ces reculs pour moi sont insupportables. Alors, je disais tout à l'heure, l'un des autres gros sujets, c'est celui de la justice entre petits pêcheurs, pêche artisanale et pêche industrielle. Et le Brexit met en exergue ce sujet de la justice. Les petits pêcheurs sont essentiels pour moi. Ils font vivre nos territoires côtiers, ils pêchent des produits de qualité qui alimentent directement les étals des marchés et les restaurants. Ils mettent en place des techniques de pêche plus respectueuses de l'environnement, plus sélectives. Et pourtant, je vais à la rencontre de ces pêcheurs et ils se sentent abandonnés. Le phénomène de concentration qu'on observe depuis plusieurs années, il se poursuit. Et au cœur de cette question, il y a celle de la répartition du quota. Aujourd'hui, c'est une compétence entièrement nationale. C'est à chaque État qu'il revient de fixer, selon des critères transparents, la façon dont les quotas sont répartis entre pêcheurs. L'article 17 de la PCP précise que les États peuvent fixer des critères économiques, sociaux et environnementaux. Et pourtant, la plupart des États, dont la France, n'utilisent pas du tout ces possibilités. C'est un sujet sur lequel j'espère pouvoir travailler dans les prochains mois au niveau du Parlement, explorer les possibilités qu'offre cet article. Et j'avoue que c'est un sujet dont j'invite vraiment le Sénat à se saisir. Il y aurait des choses intéressantes à faire. Par exemple, il y a 12% du quota français du thon rouge qui revient à la petite pêche. C'est un stock qui se porte bien, les taxes augmentent. On pourrait en profiter pour soutenir la petite pêche en distribuant une partie de ce quota sur des critères économiques, sociaux et environnementaux. Et puis, on a un problème important de prise de capture de dauphins dans le golfe de Gascogne. On pourrait réfléchir à ce que 10 ou 20% des quotas des pélagiques dans le golfe de Gascogne soient distribués aux pêcheurs qui ne font pas de prise accessoire de dauphins. Ce serait une vraie incitation à mettre en place des pratiques plus vertueuses. Et puis, il me semble que l'on pourrait aussi faire quelque chose au niveau du Brexit. L'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni prévoit une partie du quota, aujourd'hui pêché par les navires battant un pavillon de l'Union, reviennent à des bâtons pavillons britanniques. Sur les stocks concernés, ça représente 25% de la valeur. Si on fait comme ça aujourd'hui et qu'on répercute cette baisse uniformément à tous les navires, en fait, on va avoir plusieurs risques. D'avoir des dizaines de pêcheurs, des petits pêcheurs qui mettent la clé sous la porte, d'avoir une concentration encore plus forte sur les mêmes zones de pêche, et puis de voir la petite pêche française disparaître, ce qui serait catastrophique au niveau économique, social et environnemental. J'avoue que ce n'est pas normal que l'on traite de la même façon un petit pêcheur qui fait vivre son territoire, qui protège l'environnement, et des super chalutiers qui, eux, ont certes un pavillon français, mais qui déchargent leur capture à l'étranger, qui ne créent pas d'emplois dans nos territoires, et dont les propriétaires vont bénéficier du Brexit, puisqu'ils possèdent aussi des navires côté britannique. La France pourrait décider que la baisse liée au Brexit ne soit pas répercutée sur la petite pêche côtière.
Cette protection se justifie par l'importance sociale, économique, environnementale de la petite pêche et elle serait compensée par les plus gros navires. C'est quelque chose qui est entre les mains des États et j'avoue que je serais aussi ravie que le Sénat s'en saisisse à ce sujet. Je vais revenir un petit peu sur le sujet du Brexit maintenant. Outre ces questions sur la répartition en France de la baisse de quotas, on a plusieurs difficultés et plusieurs problèmes qui se posent. Le plus gros problème actuellement, c'est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est les licences pour l'accès aux 6-12 000. Le Royaume-Uni délivre des licences au compte-gouttes, comme l'a dit Pierre Karleskind tout à l'heure et Monsieur Bellamy. Dans les Hauts-de-France, on a seuls 22 navires qui ont obtenu des licences sur la centaine de navires qui en ont besoin pour continuer à pouvoir travailler et à pouvoir continuer leur activité de pêche. C'est un problème économique, bien sûr, mais c'est aussi un risque environnemental. Tous ces navires qui avaient l'habitude d'aller pêcher dans les eaux britanniques se retrouvent concentrés dans les eaux européennes et la pression de pêche augmente, ce qui pourrait s'avérer néfaste pour certains écosystèmes. Nous faisons pression sur la Commission et elle-même fait pression sur le Royaume-Uni. Et puis, un autre sujet sur la définition des TAC pour 2021, ce sont encore, comme l'a dit Pierre aussi tout à l'heure, des TAC provisoires. Cela met les pêcheurs dans une situation qui est inconfortable, d'incertitude. Il faut vraiment qu'on arrive à aboutir rapidement par rapport à ces TAC. Et pour l'instant, j'avoue que je ne suis pas rassurée du tout, car je me dis que ça va se répéter les autres années et ça va être vraiment un problème pour ces pêcheurs. Et puis, on a un grand saut dans l'inconnu après 2026, mais mes collègues en ont déjà parlé. Et puis, je vais profiter que Monsieur le Commissaire soit là et je vais conclure avec un sujet qui est important pour moi. C'est la mise en œuvre de l'interdiction de la pêche électrique. La période de transitoire s'arrête au 30 juin et j'espère que la Commission saura se montrer ferme pour que l'interdiction soit pleinement appliquée dès le 1er juillet. J'espère que j'ai respecté mon temps de parole et je voulais vous remercier pour votre écoute. Merci Madame la députée, vous êtes parfaitement dans les temps.